Le vaisseau s'ébranle. Le cultivator de l'Enginarium Roetue a réussi à faire démarrer la 3e fournaise. Du feu et de l'ichor se répandent de nouveau dans les conduites. De nouvelles lanternes s'allument, d'abord vacillantes, puis suffisamment fortes pour projeter leur lueur jaune sale de derrière les panneaux de verre. La population se réveille. Une grande partie de ses membres a été tuée, soit par des barrages de tirs spatiaux, soit par les rejetons du cadavre ayant investi le vaisseau après la perte des boucliers. Mais des milliers de gens vivent dans les profondeurs ténébreuses, et il est difficile de tous les abattre. Une peau blême et flasque recouvre leur cartilage calcifié. Leur visage est percé d'yeux noirs sur fond noir, et leurs doigts sont devenus longs et durs à force d'ouvrir des objets. Une partie d'entre eux demeure peut-être humaine, d'un point de vue technique, mais la plupart sont passés à d'autres classes taxonomiques. Cette variété est intéressante. Ils résident dans la partie du réconfort que les inaltérés ne sont guère amenés à visiter, hormis pour chasser ou s'exercer. Le vaisseau étant immense, ces endroits sont extrêmement nombreux. Après la construction de sa coque au 34e millénaire dans le monde forge de Lacht, le vaisseau fut baptisé le Courage éternel. Il entra au service de la flotte de combat Archon moins d'une année après l'achèvement de sa structure, commandée par une capitaine inexpérimentée nommée Lucretia Prask. Ces 30 000 membres d'équipage étaient pour la plupart issus des stations de la marine, qui s'étiraient au-delà de l'anneau de la désolation, et il fut approuvé par 4 visites d'inspection. Comme tous les navires de classe Corvinus, il était lourdement armé avec des batteries d'artillerie navale et des macro-canons disproportionnés par rapport à son blindage relativement léger. Ce type de vaisseau perdit en popularité auprès des commandants impériaux, même si le Courage éternel servit avec distinction pendant encore 5 siècles, acquérant un tableau de chasse légèrement supérieur à ce que sa réputation aurait pu laisser supposer. Prask mourut au cours d'un engagement moins de 20 ans après avoir pris le commandement et fut remplacé par une série de capitaines promus depuis les ponts inférieurs. Un croiseur était un monde en soi, et seuls les plus grands vaisseaux de guerre recrutaient des officiers supérieurs à l'extérieur. La plupart des capitaines étaient nés et s'entraînaient sur le vaisseau qui serait amené à commander plus tard. Le dernier de la lignée, Horton Emo, était issu de cette tradition, et l'on dit qu'il aimait ce navire plus que ses propres enfants, qui s'élevait au nombre de 20 avant que les circonstances n'anéantissent sa remarquable contribution au renouvellement de l'effectif impérial. Ces circonstances eurent lieu lors de la bataille du canal de Borgest, une rencontre acharnée au cours de laquelle l'Imperium perdit 20 vaisseaux ainsi que son emprise sur 3 sous-secteurs. Lorsque les flottes impériales investirent la région plus de 60 années plus tard, il n'y avait aucun signe du Courage éternel là où il avait été signalé pour la dernière fois. Juste un cœur de métal tournoyant lentement, auquel, d'après la rumeur, le cadavre gelé d'Emo était cloué. Et l'affaire en était restée là. Les classes Corvinus continuèrent leur long déclin au service de l'Imperium. Lorsque des variantes réapparurent au cours des guerres sporadiques des siècles suivants, elles avaient été altérées par la corrosion de l'œil, accablées de modifications et d'éruptions qui suscitaient la fascination, l'excitation et la consternation des technoprêtres chargés de les étudier. Un érudit anonyme qui travaillait dans une citadelle d'assemblage sur un monde forge obscur modifia son rapport sur ces études et remplaça le terme Corvinus par celui de répugnant, ce qui semblait procéder d'un étrange humour martien. Le Mechanicus n'était pas un ordre porté sur l'humour. Il prit l'amendement au pied de la lettre, et tel un virus, ce nom se propagea pour en finir à désigner officiellement ce qui demeurait une classe rare de vaisseaux au sein des zones contrôlées par l'Imperium. Vorx ne captura pas le Courage éternel. Au moment où il devint son maître, le vaisseau était déjà devenu le réconfort, et il se développait déjà,
tournoyant lentement dans ces puits profonds de l'œil et absorbant leur malveillance insondable. Pendant plus de 5000 ans, il macéra dans cette liqueur d'âme, ses longerons ployants, ses entrailles brouillant, sa coque enflant. Son cœur séculaire se transforma, non pas sous l'effet d'artisans démoniaques ou de tech marine renégats, mais de sa propre énergie créatrice semi-latente. Comme tant d'autres choses dans ce royaume onirique, sa forme physique commença à s'imprégner de la matière des âmes. À présent, il respire, il a un souffle, une circulation, il a ses caprices et ses humeurs. S'il se retourne contre vous, vous vous retrouverez face à des couloirs soudainement bloqués par des plaques déformées et des puits bouillonnants d'huile. Des membres d'équipage disparaissent de temps à autre, même parmi le rang des illatérés. Parfois, on les retrouve bien plus tard sous la forme de bouts d'armure et de taches sur le pont, et une légère odeur de digestion planant dans l'air. Le réconfort doit être apaisé. Il faut le nourrir et s'occuper de lui. Si vous le traitez avec égard, il se battra pour vous. Et il est très doué en la matière. Il est plus massif qu'il ne l'était autrefois, plus lourd, plus épais, et recouvert de détritus démornoganiques, à tel point qu'il a compensé son ancienne faiblesse défensive. C'est un monstre, une bête tueuse, qui se vautre dans le vide et dévore les machines en fer vides des rejetons du cadavre. Mais il n'est pas invincible. Actuellement, il est blessé. Son squelette apparaît par endroits et d'immenses bandes de chair ont été réduites en cendres. Il est désaxé, déséquilibré par l'attraction gravitationnelle. Il gîte tandis que les étoiles tournent lentement autour de lui. Il halète et il projette des volupes de fumée teintées de rouge à travers le vide. Ses propulseurs à plasma principaux demeurent inactifs, même si Roetwe a allumé la 3e fournaise. Il y a longtemps, Slert a conduit Dragan dans les tréfonds de la salle d'écoulement des moteurs. Il y avait trouvé quelque chose qui avait piqué son intérêt. Une ruche insectoïde, tout en crayonnage et en hexagone, qui s'étirait dans l'obscurité, emplie de créatures cauchemardesques, dotées d'yeux de jade et de dards semblables à des fléaux. Cette espèce semblait totalement nouvelle, une sorte de fusion entre une mouche et une guêpe du vide. Ces créatures avaient attiré une partie de la population dans leur colonie et injecté des larves sous la peau flasque de ces malheureux. Slert s'était frayé un chemin jusqu'au cœur vibrant de la ruche, ignorant la douleur des piqûres qui lui injectaient des poisons à la fois nouveaux et bienvenus. Là, il avait trouvé la reine. Elle était grotesque, enflée au-delà de toute proportion, avec un sac translucide qui tremblotait lorsque des œufs luisants en jaillissaient. Il l'avait montré à Dragan, comme s'il fallait en tirer une grande leçon. « De quoi s'agit-il » avait demandé Dragan. « C'est la seule de ces créatures à ne jamais quitter la ruche » avait répondu Slert. « Les autres la nourrissent, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle soit si énorme qu'elle ne puisse plus sortir. » Le putréfieur avait observé Dragan dans le noir, son masque de mort à moitié caché derrière les nuées. De sorte qu'au final, la reine est devenue l'esclave, avait-il conclu. Une leçon peu subtile, somme toute.